Canicule de l'alerte météo à l'action employeur. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien en mettant un petit pouce? Très bien, merci. Alors, si vous rencontrez des problèmes de son pendant le webinaire, vous pouvez vous connecter via votre téléphone avec le numéro indiqué dans le mail de confirmation que vous avez reçu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure. Le docteur Guibert y répondra en fin de session. Philippe, la parole est à toi. Merci Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère tout d'abord que tout le monde supporte pour le mieux ces jours très éprouvants liés à cette canicule et cette chaleur. Et c'est l'objet aujourd'hui de ce webinaire de voir comment, en effet, on peut passer de ces messages de prévention à des actions pour protéger et prévenir les conséquences de cette canicule auprès de tous, à commencer par nos collaborateurs. Donc, à travers cette session, nous verrons très rapidement de quoi parle-t-on, les angles morts du risque chaleur, peut-être voir un petit test de maturité. Où en êtes-vous en tant qu'organisation? Les actions à mener dès aujourd'hui, que vous avez peut-être déjà mises en place. Puis comment passer de cette réponse ponctuelle à une démarche de résilience vis-à-vis de ces événements dont on prédit qu'ils deviennent plus fréquents. Et puis nous passerons à la partie questions-réponses à la fin. Alors évidemment, on l'a compris, on vit actuellement un épisode qui est absolument inhabituel en Europe. En faisant le calcul, vous avez à peu près 350 millions de personnes vivant en Europe qui souffrent de ces températures supérieures à 40 degrés, 30 degrés en tout cas actuellement. Donc une amplitude de ce phénomène qui est absolument inédite. Elle est liée au phénomène du Super Niño en 2026. L'histoire le dira, mais en tout cas, on est passé à un risque véritablement sanitaire. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a déclenché le plan Orsan il y a quelques heures, dont on reparlera par la suite. Donc on passe vraiment aujourd'hui d'un sujet qui est habituellement la prérogative de la médecine du travail et de la santé et sécurité au travail, à travers les travailleurs exposés, les collaborateurs exposés à des activités spécifiques vis-à-vis de la chaleur, à un sujet qui est véritablement un sujet de ressources humaines, de gestion de crise, de continuité d'activité, voire d'organisation du travail, de la gestion des effectifs. C'est un vrai sujet de productivité parce qu'on le voit, la chaleur, on va le comprendre, altère beaucoup de fonctions, non seulement des fonctions cognitives, la fatigue latente qui s'installe, vigilance qui diminue, une force musculaire qui peut être diminuée. Alors, c'est peut-être ça nous impacte mieux, mais tout ceci a un impact, en effet, sur la santé et la sécurité des collaborateurs. Je dirais avant tout, c'est un problème de société qui peut-être teste aujourd'hui notre résilience, notre capacité à vivre ensemble dans des conditions totalement dégradées, qui fait, pour commencer, appel au civisme de chacun pour se préoccuper les uns et l'autre de la manière dont on vit et on franchit cette situation ensemble. Alors pour commencer, tout d'abord, rappelons les messages qui nous semblent essentiels, ces messages de prévention individuelle. Ils sont indispensables, mais certainement pas nécessaires. Côté salarié, on l'a compris, les bons réflexes sont connus, valables pour tout un chacun. Boire de l'eau, ne pas attendre d'avoir soif. Aujourd'hui, avec des températures supérieures à 40 degrés, un adulte peut boire un peu plus de 3 litres. En tout cas, besoin de plus de 3 litres de liquide par jour, 3 à 4 litres de liquide par jour, en fonction de son activité physique. Éviter le soleil, fermer les volets, se protéger évidemment, se rafraîchir le corps plusieurs fois par jour, des douches ou des brumisateurs, et évidemment limiter l'activité physique, le sport à l'extérieur, porter des vêtements adaptés, longs, amples, clairs pour éviter la chaleur, et puis surveiller les symptômes. Alors ces messages certainement sont très utiles, mais peuvent à la fois une limite. Ils ne disent pas toujours aux managers dans une équipe quoi faire concrètement. On ne dit pas clairement à quel moment adapter l'organisation du travail, l'organisation des équipes, ni de décider qui prend telle décision pour quelle population, en fonction de quel seuil. Donc finalement, l'enjeu est de passer de cette sensibilisation à l'activation, c'est de transformer cette alerte canicule que l'on vit actuellement en des décisions opérationnelles, identifier des équipes, des sites, des activités qui sont plus exposées par la nature de leur opération, et puis définir des mesures à activer avant que cette situation devienne un peu plus critique. Donc l'activation de l'employeur, on pense, doit être très concrète, on l'a vu, et c'est certainement des choses que vous avez déjà mises en place, adapter les horaires, mettre en place des pauses, prioriser, reporter certaines tâches non essentielles, déclencher ce qu'on appelle une escalade médicale, donc comprendre à quel degré de support médical un collaborateur peut avoir accès en fonction des symptômes liés à l'exposition à chaleur,
modifier les déplacements, annuler des événements, renforcer le checking des managers, donc faire en sorte que, j'y faisais référence tout à l'heure, il y a un véritable suivi peut-être individualisé de la part des managers vis-à-vis de leurs équipes et de leur environnement pour savoir comment vivent-ils ces situations et ont-ils besoin d'un soutien un peu plus particulier. Donc ce rôle des managers, il est central, comme toujours dans toutes les crises, non seulement en tant que relais de communication, mais pas simplement. Il doit être aussi outillé pour reconnaître ces situations à risque, comment s'adapter ou comment interrompre une activité. Donc, je pense que les organisations qui sont les plus matures, que l'on côtoie aujourd'hui, sont celles qui non seulement envoient des messages d'information et de communication, mais qui mettent en place les bonnes mesures au bon moment pour les bonnes populations. Alors, la température affichée aujourd'hui ne suffit pas à elle seule pour évaluer le risque de chaleur. Le premier angle, c'est la charge physique. Évidemment, on l'avait compris, plus l'effort est important, plus le corps produit lui-même de la chaleur. Donc, tous les collaborateurs, les employés qui ont des activités de manutention, de charge de marche rapide, de port prolongé ou de gestes répétitifs augmentent rapidement leur exposition, leur risque d'avoir des conséquences liées à la chaleur. Donc, ce n'est pas simplement la météo qui compte. Dans ce cas-là, c'est aussi l'intensité de l'activité physique qui est importante. Je dirais, le deuxième angle mort, évidemment, c'est l'humidité, le rayonnement. Aujourd'hui, on est peut-être un peu moins exposé, mais on l'a compris, en ambiance humide, le corps se refroidit moins bien, on a une moindre efficacité de la transpiration. Avec un soleil direct, donc le rayonnement, les surfaces chaudes, les surfaces bitumées, la radiation, la convection peuvent amplifier l'exposition. Et donc, un même site peut avoir des zones qui présentent des risques différents d'un endroit à l'autre. Je dirais le troisième angle mort que l'on considère sont peut-être les vulnérabilités invisibles. Certaines situations individuelles augmentent le risque. L'âge, voilà, plus on est âgé, plus on est vulnérable, je dirais, moins on est habile à résister à la chaleur. Les femmes enceintes, on le verra, les personnes souffrant de maladies chroniques ou prenant des traitements médicamenteux, la fatigue également, la mauvaise récupération, les mauvaises nuits, toutes ces vulnérabilités ne sont pas toujours visibles auprès du manager. D'ailleurs, ce n'est pas complètement son rôle. Donc l'enjeu, c'est de créer un cadre qui permet de protéger ses employés sans devoir les stigmatiser. On le reverra par la suite. Les équipements de protection individuelle, le PI et les vêtements, en fonction des activités auxquelles vos collaborateurs sont exposés, eh bien, peuvent porter des équipements qui renforcent leur exposition à la chaleur, les casques, les gilets de combinaison, vous connaissez ça également. Donc, ça doit être intégré dans l'évaluation du risque de chaleur comme un facteur additionnant le risque d'exposition à des températures trop élevées. Autre élément important, les trajets, la mobilité. Alors, non seulement, évidemment, la disponibilité des moyens de transport, je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Voilà, dans quelle mesure les collaborateurs peuvent arriver sans moins de problèmes, sans trop de difficultés, je dirais, sur le lieu de travail et rentrer chez eux également dans des temps raisonnables. Donc, ces trajets, ces interventions, le fait parfois de prendre des véhicules qui sont moins climatisés, les déplacements professionnels peuvent créer des situations dans lesquelles cette mobilité en elle-même est un facteur aggravant de l'exposition au risque. L'organisation du travail, je pense que c'est le cœur de votre activité, les horaires décalés, la pression sur les activités, l'absence de pause, tout ceci peut avoir un impact majeur sur l'exposition au risque. Donc ce risque santé, chaleur, on a compris, il est multifactoriel, et donc il faut véritablement regarder, je dirais, les enjeux de manière très intégrée. Donc on peut, voilà, je dirais, s'amuser avec un test de maturité et voir ensemble, en effet, comment aujourd'hui vous pouvez vous identifier en termes de préparation et de maturité et de distinguer voilà, le niveau de réponse à votre organisation à ce phénomène. Alors, premier aspect, il y a quatre dimensions dans cette approche. Évidemment, comprendre les personnes, voilà, qui est véritablement exposé, qui est vulnérable. Je fais un aparté, plusieurs études, hein, je cite l'Agence européenne de santé au travail, plusieurs études ont montré que les femmes sont moins tolérantes à la chaleur que les hommes. Donc, voilà, cette vulnérabilité doit être intégrée. Qui déplace seul, qui travaille en environnement indépendant, se déplace, porte des équipements de protection individuelle, on l'a vu,
ou réalisent des tâches physiques. Donc, évidemment, il y a une communication générale à porter auprès de l'ensemble des collaborateurs, mais aussi identifier ces personnes qui peuvent être plus exposées que d'autres. L'autre bloc qui vient un corollaire des personnes, c'est les processus. Quels sont les process en place dans l'organisation pour déclencher des actions? Comment est monitorée la règle de chaleur? Quels sont les indicateurs, les seuils qui sont mis en place dans l'entreprise pour justement définir comment l'organisation du travail se met en place? Qui adapte ou comment les horaires sont-ils adaptés? Quelle pause, quelle fréquence est définie au sein de l'entreprise? Donc, ces décisions doivent faire l'objet d'une organisation à travers des process. Les systèmes également, en particulier l'identification des alertes, qui reçoit ces alertes au-delà de la météo nationale ou régionale. Est-ce qu'il y a une chaîne d'informations spécifiques ou comment est-elle intégrée dans l'organisation habituelle de l'entreprise? Également d'un point de vue santé, est-ce que les collaborateurs, les managers savent comment avoir accès à une assistance médicale si nécessaire? Alors, en France, voilà, le 15, le 112, avec une surcharge d'activité majeure actuellement, mais comment ça se passe dans d'autres pays? Donc, et comment concrètement sur le terrain ceci est déployé? Enfin, les parties prenantes, le quatrième bloc, ce n'est pas simplement, on l'a compris, un sujet santé, sécurité au travail ou de ressources humaines, c'est aussi un sujet qui concerne les opérations, la gestion des facilités, la mobilité, la santé, la sûreté évidemment, et la communication. J'ajouterai également les personnels formés au premier secours, les secouristes de santé au travail, qui ont également un rôle à jouer, et peut-être faut-il en tirer parti pour les former et les inviter à faire partie de cette chaîne de protection, de prévention. Donc, identifier tout ceci, cette maturité, vous voyez à quel degré de maturité vous vous situez dans ce cadre, est important pour coordonner et mettre en place les bonnes actions. Alors, comment cartographier votre exposition, une exposition au risque chaleur? On l'a compris, ça ne dépend pas, lors d'une canicule, de la température. Nous pensons qu'elle se positionne à l'intersection de trois dimensions, le site, la personne et le métier. Donc, tous les sites que vous opérez ne présentent pas le même niveau de risque, que ce soit des zones intérieures, extérieures, la convection, la ventilation naturelle ou forcée, l'isolation, l'absence d'ombre, les surfaces bétonnées, tout ceci définit un site en fonction des paramètres qui vont augmenter ou au contraire maintenir dans des domaines acceptables la température dans lesquels auxquels les collaborateurs sont exposés. Le deuxième élément évidemment clé, c'est le métier, l'activité. Donc, à température égale, deux métiers peuvent avoir une exposition éminemment différente. Donc, l'effort physique, la manutention, le port d'équipements de protection, on l'a vu, le fait que ce soit un travail prolongé ou des horaires qui exposent les collaborateurs à des heures un peu plus chaudes, tout ceci doit être évidemment défini. Et puis, troisièmement, la personne, on l'a vu, ces facteurs individuels sont très importants. Certaines vulnérabilités sont visibles, mais d'autres ne le sont pas. On l'a vu, la prise de certains médicaments ou des pathologies chroniques également peuvent rendre ces personnes un peu plus vulnérables. Et avec, comme conséquence, soit, on l'a vu, une difficulté de concentration, de vigilance, de force musculaire, ou même un temps de réaction allongé pour prendre certaines décisions. Donc, l'enjeu n'est pas de médicaliser la gestion des ressources humaines, mais de permettre pour ces personnes-là d'avoir une protection individuelle et adaptée dans le respect de la confidentialité. Alors, quelles sont les décisions que vous pouvez, et peut-être avez-vous déjà mises en œuvre à ce jour? Je fais tout de suite une aparté, vous aurez accès à cette présentation à l'issue de ce webinaire. Donc, voilà, et ces slides sont pour vous. L'idée, à travers de cette présentation, c'est que cette alerte météo que nous avons reçue il y a quelques jours, cette définition de la canicule, ne doit pas simplement déclencher un message d'information, mais toute une chaîne d'actions qui doivent être connues, à commencer par la surveillance. Alors, évidemment, il y a l'alerte météo, les bulletins nationaux ou régionaux, mais certainement complétés par des indicateurs locaux qui permettent d'avoir la réalité de l'exposition sur un site ou sur une zone dans laquelle vos collaborateurs évoluent. L'intérêt, évidemment, c'est d'avoir
réalité de la température telle qu'elle est ressentie, avec, pourquoi pas, des capteurs spécifiques, et d'utiliser des mesures spécifiques telles que le Wet Bulb Globe Temperature, ou la température au globe mouillé, qui permet d'intégrer à la fois la radiation, la force du vent et l'humidité, et à partir d'un indice composite, de déterminer en effet des seuils à partir desquels l'entreprise adapte l'organisation du travail. Donc, ça permet d'avoir une mesure la plus spécifique possible, la plus granulaire possible de cette exposition à cette condition de travail sur un site donné. Ensuite, il faut évidemment qualifier l'information, qui est concerné, quels sont les métiers, quelles sont les personnes, et dans quelle mesure le port d'un équipement de protection ou le travail doit être adapté. Décider, évidemment, adapter ou suspendre certaines activités, ou surseoir ou réorganiser les horaires de travail, renforcer les pauses, rajouter des pauses, reporter certaines tâches. Tout ceci fait partie des décisions. La communication est primordiale. Organisée dans le bon ordre, évidemment, tout le monde y a droit, mais il y a véritablement une notion d'organisation du travail. Donc, considérer que les managers sont un relais clé pour savoir quoi faire, quelles décisions prendre, et ensuite les appliquer auprès de leurs équipes avec des consignes qui soient claires, simples et compréhensibles et adaptées à l'ensemble. Ensuite, vérifier, je dirais, dans des logiques d'amélioration continue. Y a-t-il eu des incidents? Est-ce que les mesures ont été efficaces? Doit-on renforcer? Doit-on adapter? Doit-on modifier les jours suivants? Donc, cette organisation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est indispensable. Alors, voilà, aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est identifier les risques, les métiers et les populations les plus exposés. Alors, ne pas simplement, je dirais, raisonner au niveau national ou corporate, mais d'avoir une vision fine et granulaire, parce qu'on l'a vu, ces variations d'exposition peuvent être importantes d'un lieu, d'un bureau, d'un chantier ou d'une opération à une autre. Donc, ça permet de concentrer véritablement les efforts là où ils sont les plus nécessaires. Voilà, les managers, encore une fois, clés dans les consignes pour pouvoir s'adapter, pouvoir peut-être avoir une certaine autonomie sur comment adapter l'organisation du travail et quelles équipes, et quand faire remonter des informations sur les enjeux liés à cet environnement de travail. Définir des adaptations possibles, on a vu les horaires, les pauses de travail. Vérifier les ressources, tout simplement. Alors, c'est par de l'eau, des zones fraîches, des zones ombrées, des zones climatisées si nécessaire. Également, penser à comment avoir accès aux premiers secours si nécessaire. Faire référence aux sauveteurs secouristes sur le lieu de travail. Sont-ils équipés? Y a-t-il des couvertures de suivi? Sait-on utiliser les couvertures de suivi dans le bon sens? Je vous rappelle que la face argentée doit être vers l'extérieur. C'est celle qui reflète les rayons. Et garder la face dorée sur la personne, si jamais une personne doit être protégée de la chaleur. Donc, bien connaître voilà, ces techniques, ces moyens, et puis ensuite revoir, en effet, peut-être tout ce qui tourne autour des déplacements, des événements ou des interventions terrain, avec un retour d'expérience. Alors, populations souvent oubliées, les populations vulnérables, les risques individuels, on l'a vu. Pourquoi c'est important? Parce qu'en effet, certaines de ces personnes peuvent avoir des activités qui les entraînent à ne pas maîtriser l'environnement, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils bougent, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils sont en contact d'organisation, ils sont dans des environnements de travail clients dont ils ne maîtrisent pas l'ensemble de l'environnement. Donc, évidemment, comprendre l'anticipation, la chaleur à la destination, les horaires d'arrivée, les us et coutumes, évidemment, l'accès à l'eau, les vêtements adaptés, et faire en sorte que le collaborateur fatigué puisse arriver dans les meilleures conditions pour commencer son activité. Sur place, évidemment, réduire son activité et connaître voilà, comment se mettre au pas des règles locales en termes de pause, d'horaires également, et de voir si les conditions se réunissent et la prise de risque est mesurée, et voir éventuellement y surseoir et décaler une organisation. Évidemment, après l'activité, surveiller la fatigue, les symptômes, les incidents, éviter d'enchaîner des activités sur plusieurs jours, et puis d'avoir un retour d'expérience qui soit le plus adapté possible. Ces personnes vulnérables,
on y a fait référence. Ces collaborateurs sont clés pour l'entreprise. Le manager, en règle générale, l'organisation n'a pas à connaître un diagnostic. Ce n'est pas le rôle du manager de demander s'il y a une pathologie en cours ou si un traitement particulier est pris. C'est ni son rôle, ni sa fonction. Par contre, le pouvoir de communiquer auprès des collaborateurs, un petit peu comme on l'a fait lors des précédentes crises sanitaires, en disant si vous pensez que vous faites partie de cette catégorie de personnes plus vulnérables que les autres, eh bien, prenez contact avec les ressources humaines, vous demandez aux ressources humaines auprès de quelles ressources pouvez-vous vous retourner pour justement avoir une adaptation, une animation de votre charge de travail, de votre mode de fonctionnement, pour que ceci soit adapté à votre condition. Donc, tout ceci fait partie des mesures qui sont considérées comme des bonnes pratiques par les organisations qui considèrent ces personnes vulnérables. Ensuite, former les gens, tout simplement, on y a fait référence, connaître les éléments, donc, sans transformer les personnes en soignants, mais connaître les signaux légaux qui doivent être des signaux d'alerte, une fatigue inhabituelle, des crampes, une soif importante, des vertiges, maux de tête également. Et à ce stade, il faut d'emblée s'arrêter, se soustraire de l'environnement chaud, arrêter l'activité, mettre la personne au frais, des vêtements humidifiés, boire évidemment, sauf si elle est inconsciente, et puis ensuite prendre en charge et référer vers un superviseur. Deuxième niveau, quand les signes sont un peu plus sévères, on les voit. Dans ce cas-là, c'est véritablement déclencher l'assistance médicale, le 15 ou le 112 pour une prise en charge, en évitant d'arriver au troisième niveau où on parle véritablement d'urgence vitale. Où, dans ce cas-là, ce phénomène doit être considéré comme une urgence absolue et qui doit entraîner l'appel auprès des services de secours. Voilà, donc pour terminer, il nous reste quelques minutes avant la conclusion de ce flash webinar, permet de comprendre que malheureusement, cette canicule ne doit pas être gérée comme un événement ponctuel isolé, c'est la priorité à ce jour. On a compris, ces événements, ces épisodes sont censés devenir un peu plus fréquents, peut-être un peu plus longs et peut-être donc plus prévisibles. Donc l'enjeu, c'est de passer à une réponse très réactive, à une capacité de résilience de l'organisation en termes de préparation, donc la cartographie des lieux, des sites, des expositions, la formation des gens, les seuils d'activation, le monitoring, la clarification des rôles, les circuits d'escalade dans la prise de décision. Et puis lorsque la crise est là, la canicule est là, la vague de chaleur est installée, bien de pouvoir surveiller les alertes, les indicateurs locaux, de mettre en place les mesures dont on a parlé en termes d'adaptation du temps, du travail, des déplacements et des événements, de pouvoir communiquer de manière ciblée, et puis par la suite d'apprendre à travers un retour d'expérience et donc d'améliorer la résilience de l'organisation à travers ce qui a fonctionné et ce qui doit être corrigé. On est au cœur de l'expertise internationale SOS, vous vous en doutez, en termes d'adaptation à ces crises. Faisons référence à la nouvelle norme ISO 45007, qui justement traite du management de la santé et de la sécurité au travail, sur les risques découlant du changement climatique, également des actions menées pour lutter contre le changement climatique. Donc, véritablement, le rôle d'International SOS, d'accompagner les entreprises et les organisations sur leur degré de maturité, leur degré de préparation, non seulement au niveau organisationnel, mais également site par site, sur les sites les plus exposés, comment préparer les collaborateurs, à préparer les sites à la vulnérabilité accrue des collaborateurs. Et ceci est déjà bien entamé du fait de la réalité de ce fait. Voilà. Jennifer, je crois qu'il nous reste 5-6 minutes. Oui, merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes. Je propose de prendre des questions. Je vois qu'on en a déjà deux. La première, comment protéger les personnes vulnérables sans créer de problèmes de confidentialité? Non, c'est une bonne question. J'ai des références. Je pense qu'il faut communiquer. Souvenez-vous, c'est un petit peu ce qu'on avait fait pendant le Covid. Il y avait des personnes qui étaient vulnérables pour d'autres raisons. On avait encouragé les collaborateurs à pas se signaler auprès des ressources humaines, mais à demander aux ressources humaines de communiquer pour dire quels étaient les canaux d'information auprès des médecins ou des services de santé au travail, des infirmiers de travail, qui permettraient d'être le relais auprès du management en disant
priori, certains collaborateurs ont besoin d'une adaptation en termes de fréquence, de présence, d'horaire, que sais-je. Et de ce fait, sans avoir à divulguer une information confidentielle et médicale, de permettre au management de prendre des décisions qui correspondent aux attentes de ces personnes plus vulnérables. Donc, en effet, c'est véritablement la communication, le fait que les collaborateurs se sentent accompagnés pour communiquer de manière confidentielle cette information et de ce fait pouvoir avoir une adaptation si nécessaire de leur travail, dans leur travail. Merci. Pour la deuxième question, qu'est-ce que le plan Orsan niveau 3 décrété par le Premier ministre? Eh bien, c'est un plan d'organisation des soins qui peut être en France, hein, c'est un plan français, donc qui peut être décrété au niveau national ou au niveau régional d'ailleurs. La dernière fois, me semble-t-il, c'était pendant le Covid, le plan Orsan, donc qui permet d'optimiser l'ensemble des ressources sanitaires à visée de gestion d'une crise. Donc là, en l'occurrence, une crise liée à l'environnement climatique. On peut avoir une crise liée à un environnement infectieux ou crise liée à un environnement attentat. Je pense qu'il y a eu des plans Orsan qui ont été déclenchés lors des attentats terroristes par le passé. Donc, en résumé, ça vise à faire en sorte que le système de santé soit focalisé sur la prise en charge massive de personnes souffrant, en particulier là, des conséquences de la chaleur, et donc d'optimiser les soins, d'activer la réserve sanitaire, d'augmenter la capacité, de reprioriser les activités des hôpitaux et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure coordination entre autres les structures de santé publiques et privées en France. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ce plan a été décrété pour absorber et mettre en place l'ensemble des moyens pour permettre de répondre de manière adaptée à cet afflux d'activités. Très clair, merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions, donc je propose qu'on clôture le webinaire. Comme le docteur Guibert l'a dit, vous recevrez évidemment la présentation ainsi que l'enregistrement du webinaire d'ici demain ou maximum lundi. Merci à tous. Merci docteur Guibert pour cette présentation très claire et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci, à bientôt.